On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brute, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Parce qu'on pense que le réel des classes est le meilleur terrain de réflexion et d'amélioration pour nos pratiques d'enseignement, nous vous ouvrons leurs portes. Nous vous invitons à découvrir ces outils pédagogiques afin qu'ils deviennent les vôtres. Bienvenue dans la saison 3 d'Être prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Épisode 20. La relation enseignante-ATSEM, un lien à construire. En maternelle, les élèves sont doublement accompagnés par l'enseignante, responsable pédagogique, et par l'ATSEM, dont le rôle est de s'assurer du bien-être des élèves pour permettre les apprentissages. Dans sa classe de maternelle à Saint-Igny-de-Vers, Marion nous parle de sa relation de confiance avec Séverine, avec qui elle travaille depuis 20 ans, et nous révèle par là même ses astuces pour assurer un bon fonctionnement de classe. On peut dire merci à Séverine de tenir la porte. Merci. En maternelle, une des singularités parmi tant d'autres est de partager sa classe avec une ATSEM dans sa classe, une relation à laquelle on n'est pas toujours préparé. Marion, tu nous fais la confiance de nous accueillir. Merci pour ça. De rien, bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir. Et c'est vrai que ce duo avec Séverine, l'ATSEM qui travaille dans la classe, est un partenariat qui est très chouette à vivre. Thiago, tu as entendu Séverine a dit ton prénom, Thiago? Tu es à l'école maintenant, on se calme. Tu nous listes les moments où tu échanges avec Séverine? Alors, c'est toujours un petit peu sur le fil tendu parce que quand on est avec les enfants, il faut être à 100% avec les enfants. Donc souvent, on se voit entre deux portes le matin parce qu'elle est de service de périscolaire, d'accueil. Donc quand j'ai besoin de lui dire des choses importantes, je descends dans la cour et je vais discuter avec elle. Et puis, on a des temps un peu privilégiés pendant la surveillance de la récréation, par exemple, où elle n'est pas censée venir avec moi, puisque ce n'est pas sa responsabilité. Mais généralement, elle me rejoint et c'est toujours un temps où on peut échanger et partager. Et puis, on essaye, quand il y a besoin de faire des passations un peu plus importantes, de prendre un petit temps le soir, après 16h30. Et du coup, sur quoi portent ces échanges? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Séverine et moi, nous travaillons ensemble depuis une quinzaine d'années. Donc, on est un duo qui fonctionne plutôt bien. Et parfois, on a besoin juste d'un regard pour se comprendre. Et cette relation, elle s'est construite au fil des années. Et maintenant, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas besoin d'échanger, qui se font naturellement, qui ont eu besoin au départ d'être construites. Et on construit quoi? On construit la relation à l'apprentissage, la relation à des gestes plus éducatifs. C'est quoi qui se transmet dans ces échanges? Je pense que chacune, on est professionnelle de notre côté dans un métier qui est différent. Donc on a dû apprendre à chacune circonscrire le territoire de nos interventions et être complémentaire dans comment est-ce qu'on intervient. Donc je pense que le premier mot, c'est le respect mutuel qu'on a chacune de notre travail. Et dans cette relation, il y a de la confiance qui s'est construite. Et ça, il faut du temps pour le faire. Vous n'avez pas besoin de vous moucher le nez? Il y en a? Non? Tu as entendu, Séverine, elle te demande si tu as besoin de te moucher le nez. Tu n'as pas besoin? Alors bonne sieste. Thiago. Tu as dit des choses importantes sur trouver sa place, l'une et l'autre, mais ça veut dire qu'il faut qu'on sache l'une et l'autre quelles sont nos attributions de mission. Tu disais, des missions différentes, toi le côté pédagogique, elle plutôt peut-être le côté éducatif et comment on fait la complémentarité entre ces deux pôles. Comment tu le vois, toi, cette complémentarité pédagogique-éducative? Eh bien, je le vois plutôt comme une collaboration plutôt qu'une coopération, dans le sens qu'on a chacune nos missions. Les ATSEM, elles ont 3 grands volets. Elles ont le volet de soins, de bien-être, ce que tu disais, d'éducation. Elles ont le volet d'appui pédagogique envers l'enseignant.
Et puis le troisième volet, qui est le volet plutôt nettoyage, faire en sorte que la classe soit propre et en bon état pour accueillir les enfants. Donc la collaboration, elle se fait plutôt sur le volet pédagogique, d'appui pédagogique, où en tant qu'enseignante, je reste responsable des apprentissages que je veux faire mener aux enfants. Et je vais être à ce moment-là plutôt sur une transmission des consignes, des critères de réussite, pour les apprentissages que Séverine va mener avec les enfants. Donc c'est moi qui garde la responsabilité, mais après c'est elle qui va faire agir les enfants. Est-ce que tu crois que Séverine, elle a mis ton doudou dans la couchette? Oui, elle te l'a bien préparé? Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis là, sur le pédagogique, il y a quelque chose qui se construit avec la personne, la collaboratrice. Il y a très peu de collaborateurs à TSEM. C'est comment on accompagne un personnel qui n'est pas formé aux gestes pédagogiques à passer du faire à apprendre à. Et est-ce que tu as, toi, quelque chose à partager sur ce sujet-là ? Alors quand je repars en arrière sur les premières années, ce qui nous a aidés toutes les deux, c'est que je lui définisse à l'avance sur quoi son regard devait porter. Et par exemple, on a construit des outils en commun, comme des grilles, où il avait la liste des élèves, et je lui indiquais pour cet atelier sur quoi je voulais qu'elle porte son attention. Par exemple, un atelier de graphisme, je lui demandais de me noter quels enfants tenaient bien son crayon, s'ils étaient droitiers ou gauchers, des choses assez concrètes qui soient regardables par ce personnel qui n'est pas enseignant. Quels sont les enfants qui réussissent bien à faire les boucles? Moi? Oui, c'est sûr, oui. Enfin, ça dépend des fois. Pour le professeur des écoles, c'est être au clair sur ce que l'on veut que la TSEM regarde et évalue en quelque sorte. Peut-être le deuxième axe de travail, c'est au niveau des consignes et au niveau de son niveau d'aide par rapport aux enfants, pour ne pas que ce soit la TSEM qui fasse à la place des élèves, mais qu'elle accompagne. Et parfois, on a le travers de personnels non formés qui veulent réaliser du beau travail et qui vont faire à la place des enfants. Alors Séverine, elle avait cette intelligence pédagogique dès le départ, donc il n'y a pas eu besoin de beaucoup discuter là-dessus parce que d'elle-même, elle ne va pas faire à la place des enfants, mais elle va accompagner. On part bien du mouton et on met juste vers sa queue. Voilà. Est-ce que tu veux changer de couleur? Ce qui n'est pas toujours évident quand on ne connaît pas les attendus. Mais ce travail que fait l'enseignant de définir explicitement ses critères de réussite, ça aide la TSEM à se positionner. Et j'imagine que ça apporte un regard complémentaire en t'écoutant dire ça. Je pense à un article au sein d'un kit sur l'évaluation qui valorise la complémentarité des regards enseignants à TSEM. Et ça, je trouve que c'est une vraie valeur ajoutée quand on est enseignant en maternelle que d'avoir un double regard. Tout à fait. Et puis ce double regard, après, il se complète en dehors des apprentissages sur tout le volet bien-être. Et là, cet après-midi, on l'a vu avec Loane qui n'était pas bien. Et Séverine, en voyant son mal-être, a commencé à le consoler, mais elle m'en a aussi fait part. Et d'être deux, ça permet aussi de relayer l'information et d'être complémentaire sur l'aide qu'on va apporter aux enfants. Peut-être avec elle, un volet plus dans le soin, dans les câlins, ce qui n'empêche pas que je puisse en faire aussi moi. C'est pas parce que la TSEM a ce côté cocooning que nous, enseignants, on ne peut pas l'avoir. Mais après, je vais peut-être plus aller sur la distanciation, plus parler du temps qui passe, qui va retrouver ses parents après, pour amener cette distance temporelle. Oui, et de la réflexion du coup, et apprendre quelque chose de cet événement. Tout à fait. Chuchotis. Tu parles de collaboration, une collaboration avant tout professionnelle, c'est-à-dire que on n'est pas obligé que notre ATSEM soit une amie ou un ami. On a à fonctionner ensemble et à apprendre à fonctionner ensemble. Est-ce que tu as à l'esprit des principes sur lesquels se poserait cette collaboration ?
On est 2 adultes et je crois que ce qui est très important, c'est le respect de la dignité de la personne et dans les 2 sens. Et souvent, ce qui fait conflit, c'est quand ce respect n'est pas là, soit dans le sens enseignant ATSEM ou à l'inverse. Enseignant ATSEM parce que l'enseignant pourrait se poser en supérieur ou avec une hauteur par rapport à l'ATSEM, alors qu'on est vraiment en complémentarité de mission et de rôle. Et puis à l'inverse, on a parfois des difficultés quand cette personne, quand l'ATSEM ne respecte pas le travail de l'enseignant et empiète sur le travail. Et là, je pense en particulier aux collègues qui sont entrants dans le métier et qui ont parfois ce décalage d'ancienneté avec l'ATSEM avec qui ils travaillent. Et que là, il faut vraiment du coup construire sur la professionnalité de chacune avec un dialogue, avec une communication pour que ce respect soit dans les 2 sens et qu'il n'y ait pas un déséquilibre de personnes. Il y a un déséquilibre de fonctions, mais qui est équilibré pour l'apprentissage des élèves en respectant chacune et chacun, parce qu'il peut y avoir des ATSEM aussi hommes, sur les missions de chacun. Oui, j'entends en fait derrière ce que tu dis cette notion d'équivalence, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes missions, on n'a pas forcément non plus les mêmes responsabilités, c'est ce que tu disais quand même. L'enseignant est responsable pédagogiquement de ce qui se passe. Pourquoi tu prends ça ? Mais est-ce qu'on t'a demandé de le prendre ? C'est la veste de quelqu'un, mais c'est pas la tienne. C'est Séverine qui l'a mis là. Et elle sait ce qu'elle fait, Séverine. Je m'étais notée en préparant cette interview quelque chose autour comme principe de donner sa place, de valoriser. Comment tu fais au quotidien ? Donc pour valoriser son travail, ça passe par des outils communs où je lui permets d'accéder à ce que j'attends d'elle. Alors en premier, ça passe par un emploi du temps qui est construit et où le rôle de chacun est bien explicité, moment par moment, parce que de reconnaître ses besoins aussi en tant qu'ATSEM, c'est souvent des personnels qui ont une amplitude horaire très grande dans la journée, avec le périscolaire, avec parfois la cantine. Et donc c'est aussi prendre en compte quand elle a besoin d'une pause ou quand elle a besoin de temps matériel pour préparer les choses. Et je sais que à certains moments, je ne lui laissais pas assez de temps et en discutant avec elle, en étant en communication, j'ai pu intégrer dans l'emploi du temps des moments où j'étais en responsabilité du groupe classe entier et où elle pouvait mener ses missions comme mettre les couchettes en place pour l'après-midi, laver les verres, aller regarder dans les cartables, où elle est matériellement ce temps de disponible et qu'elle ne soit pas toujours à courir après le temps. Peut-être aussi en anticipant sur les choses que je lui demande en termes de préparation. S'il y a du découpage, s'il y a du bricolage à préparer, c'est de le lui avoir préparé suffisamment tôt pour qu'elle ne soit pas dans le stress de courir après les choses. Et un autre outil, mon cahier journal, lui est accessible et rédigé de façon à ce qu'elle comprenne les objectifs, les compétences qui sont visées, parce que ça lui permet d'être dans cet appui pédagogique pleinement. Ça lui donne les clés pour comprendre le travail. Alors, comme il est 15h, on a un peu tard. Oui, tu vas réveiller les petits. Oui. Les grandes sections, vous revenez avec moi à côté. Surtout Yona qu'il faut réveiller parce que la maman dit qu'elle ne dort pas le soir. Oui. Après les autres, tu fais comme d'habitude. S'il se lève, il se lève. Okay. Et sinon, il reste dormir encore un petit peu. J'entends dans ton fonctionnement quelque chose de l'ordre de l'explicitation, qui est le maître mot. Tu lui dis ce que tu attends d'elle, sur le fond, sur la forme. Moi, j'aimerais qu'on revienne à cette relation qu'on découvre quand on va en maternelle. Et j'ai l'impression quand même que c'est un peu un impensé dans la formation, non ? Ça évolue au sein de l'INSPE. Maintenant, pour les nouveaux qui rentrent dans le métier, on a des formations spécifiques pour découvrir ce qu'est le métier d'ATSEM et comment il a aussi évolué dans le temps. Comment on est passé de la dame pipi à cette personne qui va vraiment être un appui pour les apprentissages. Et aussi valoriser ce côté de l'éducatif et du bien-être des enfants. Parce que si un enfant a froid ou s'il est mouillé ou si
il a besoin de retrouver sa qualité de vie pour être en capacité d'apprendre. Donc j'ai envie de dire, la TSEM, elle nous permet d'avoir ce premier niveau de base d'enfants qui sont en sécurité physiquement, physiologiquement aussi. Alors, tu connais Séverine depuis 20 ans, tu as construit cette relation, mais j'aimerais bien qu'on aille sur les obstacles qui peuvent se présenter à cette collaboration. Est-ce que tu en as identifié, toi? Alors, pas forcément dans ta pratique à toi, mais dans tes relations avec des collègues, dans ton rôle de formatrice. Comme on disait tout à l'heure, un des premiers obstacles, c'est de respecter les rôles de chacun. Donc, si on ne connaît pas le métier de l'autre, ça peut apporter des difficultés. Donc, déjà, être bien au clair sur chacun et chacune nos missions. Ensuite, avoir une communication adulte à adulte qui est très importante. Donc, communication veut dire se parler, exprimer des choses sans animosité, sans supériorité mal à propos, dans la reconnaissance de chacun. Et le troisième obstacle qui est là plutôt quotidien, que tu as évoqué tout à l'heure, c'est le problème du temps, puisque chacune, on court après le temps, et c'est d'arriver à se poser à certains moments pour pouvoir avoir cette communication explicite. Et je sais que des moments privilégiés, alors qui sont sur du temps hors scolaire, comme pendant les vacances, où elle a un temps pour faire le ménage dans les classes. Parfois, il m'arrive d'être présente avec elle et de prendre du temps où je vais lui montrer sur certains ateliers quels sont les attendus, quels sont les critères de réussite. Et on va être sur du pédagogique, où je vais lui mettre à son regard le pourquoi de ce qui est visé, des ateliers qui sont mis en place. On y va les enfants? On va aller voir à côté avec Séverine. Vous allez faire votre travail d'art visuel. Lucie, on écoute les consignes. Aujourd'hui, on va décorer le mouton. Les petits et les moyens, ils sont déjà décorés. Séverine, elle va vous montrer. Aujourd'hui, dans le mouton, on va lui faire ses boucles. Moi, je sais pas faire les boucles. C'est pour ça qu'on apprend. Avec Séverine, vous allez apprendre à faire des boucles. Qu'est-ce que tu dirais à la jeune enseignante que tu étais pour démarrer cette relation du bon pied? Alors, j'essaie de revenir en arrière. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui passent dans notre communication non verbale auxquelles il faut faire attention dans ce respect de la dignité de l'autre. Et que parfois, en tant qu'enseignant, on peut basculer très vite sur de la supériorité parce que effectivement, on est responsable des apprentissages, mais ça nous donne pas le droit de juger la personne avec qui on travaille moindre. Et des regards, des gestes peuvent être vite mal interprétés. Donc, c'est être très attentif à ce qu'on véhicule en termes de relations pour que cette relation de confiance se construise. C'est aussi dans le langage qu'on a vis-à-vis des enfants. On peut aller jusqu'à expliciter avec eux le rôle de chacun. Et, qu'est-ce que chacune des professionnels apporte. Et je crois que vraiment la chose primordiale, c'est avec les enfants d'être toujours dans un dialogue constructif par rapport à l'autre personne, ne jamais dénigrer, ne jamais faire de remarques qui puissent être mal interprétées ou qui puissent dévaloriser. Atteindre l'intégrité de l'autre tel que tu le dis bien. Tout à fait. Alors Séverine, est-ce que Juliette fait comme il faut là? Qu'est-ce que tu dois faire Juliette? Elle m'a demandé si elle pouvait colorier le visage. D'accord. Donc je lui dis oui. On parle des conflits parce que, comme toute relation, elle peut être soumise à désaccords, à conflits. Est-ce que toi, tu as une expérience qui te permet de dire comment on se sort grandi d'un désaccord, voire même d'un conflit? La première, c'est d'arriver à cette communication d'adulte à adulte, d'exprimer les choses sans dévaloriser l'autre. Alors, c'est vrai qu'avec Séverine, on a toujours eu une bonne entente, mais si je fais le parallèle avec un autre type de personnel qui sont les AESH, qui, sur certains points, on a des similitudes, ce qui m'a aidé à dépasser des conflits avec une AESH en particulier, c'est d'arriver à faire des compromis, de comprendre
l'enjeu du problème pour l'autre et de voir dans ce qui lui pose problème de quoi aller plus loin ensemble. Et quand on va franchir cet obstacle, en quoi ça va nous faire grandir et l'une et l'autre avec comme objectif le bien-être des enfants. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'est pas là pour être copine ou copain, on est là, notre objectif c'est l'apprentissage des élèves et leur bien-être. Et en ayant toujours ça en tête, ça permet de peut-être désamorcer des conflits de personnes pour revenir au cœur de notre métier qui est l'apprentissage. Allez Oscar, la veste encore. Allez. Oui, c'est l'heure des papas et des mamans. Tu prends ton cartable ? Allez, c'est parti. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des jeunes enseignants ou des moins jeunes qui découvrent le monde de la maternelle pour poser les premières bases d'une collaboration ? Avoir des outils communs, comme l'emploi du temps, comme le cahier journal, ou alors des fiches de préparation qui soient simplifiées avec vraiment ce qu'on attend de comment l'ACSEM doit accompagner les enfants. Ça aide à avoir des choses écrites sur lesquelles s'appuyer dans cette communication. Et puis le conseil, c'est d'être à l'écoute de l'autre, tout en étant aussi certain de ce que l'on veut et de ce que l'on souhaite comme accompagnement auprès des élèves. Merci Marion de nous avoir accueillis dans cette intimité, parce que cette relation, c'est une relation d'intimité et on a peu l'occasion de l'entendre. Donc merci beaucoup pour cette confiance. Et puis je pense qu'on peut remercier aussi Séverine qui a été d'accord de participer à cet échange. Tu as bien raison. Merci beaucoup. C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry, et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.